Bonjour à tous et bienvenue à Bruxelles pour ce nouvel épisode de L'Aubry qui court. Nouvel épisode et aussi un nouveau format qu'on a à vous présenter pour ceux d'entre vous qui écoutent ou qui voulaient écouter ces épisodes en faisant à manger, en prenant la voiture, en conduisant. Et bien maintenant, ils sont disponibles en podcast. Vous avez le lien qui se trouve juste dessous dans la description de la vidéo et vous pourrez le retrouver sur vos plateformes habituelles comme Spotify par exemple. Donc n'hésitez pas à diffuser aussi ce nouveau format. À l'agenda et au programme cette semaine pour cet épisode. D'abord, on va parler un petit peu du haro médiatique et politique contre tous les tenants de l'écologie, comme si la droite et les conservateurs avaient peur que les préoccupations écologiques deviennent un enjeu majeur aujourd'hui en France. Ensuite, je vais vous parler du scandale des FinCEN Files, qui est un nouveau scandale de blanchiment d'argent à échelle industrielle qui a été révélé cette semaine, au cœur duquel on trouve des banques et des paradis fiscaux. Tiens, pas beaucoup de surprises. Et pour notre coin des lobbies cette semaine, on retrouve de nouveau BlackRock qui conseille beaucoup la Commission européenne en matière de finances durables. Allez, c'est parti, générique. L'écologie est devenue centrale dans le débat public et de ce point de vue-là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais vous avez certainement remarqué ces dernières semaines une espèce de contre-attaque coordonnée à la fois d'un point de vue politique mais d'un point de vue médiatique de tous ceux qui sortent l'espèce de totem des Khmers verts. À chaque fois qu'on parle d'écologie, on serait absolument totalitaire. Bon, faut dire qu'on n'a pas été aidé dans le débat avec les pseudo-polémiques autour de la question du Tour de France, des sapins de Noël, qui n'aident pas franchement à avoir un vrai débat écologique sur le changement de société dont nous avons besoin pour faire face au changement climatique. Sauf que quand même, l'espèce de contre-offensive à laquelle on assiste veut dire quelque chose, vu qu'ils sont plus en capacité de faire peur aux gens avec des chars soviétiques, puisque plus personne ne croit à ça. Maintenant, ils utilisent l'écologie, ils présentent l'écologie comme une espèce d'idéologie totalitaire, comme si on était les pires dictateurs en voulant préserver la planète. Bon, on aura vu pire comme dictateur. Et quand on regarde un petit peu la séquence, franchement, elle est assez effrayante de ce point de vue-là. J'ai fait pas mal de plateaux télé, radio, etc. Ces dernières semaines et à chaque fois on a le même type d'offensive. Bon, ça a commencé, vous avez tous vu, par Macron qui a parlé, qui dit que si on est contre la 5G, c'est qu'on veut revenir à la lampe à huile et qu'on est des amiches. Et donc on va expliquer, débattre, lever les doutes, tordre le cou à toutes les fausses idées. Mais oui, la France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish. Ensuite, on a aussi, et moi j'ai fait un débat avec Brunet sur LCI, où en gros, quand je disais que je voulais limiter le trafic aérien pour des raisons climatiques, lui, en gros, il disait qu'on voulait supprimer tout avion tout de suite maintenant, encore une fois dans l'art de la caricature. Mes filles qui ont 13 et 16 ans, mes filles m'expliquent que c'est pas bien de prendre l'avion, qu'il faut pas prendre l'avion. Bon, peut-être parce qu'elles font partie de cette génération qui se sent condamnée justement. On a eu aussi l'anglais sur TF1 qui a quand même parlé de la fermeture de l'usine de Bridgestone qui met 864 familles sur le carreau et qui a dit que si l'entreprise fermait, c'était à cause des pistes cyclables. Cherchez le lien. L'État voudrait qu'on fabrique des pneus et empêche qu'on les vende. Et il est partant pour sauver les usines, mais seulement après les avoir lui-même asphyxiées. Sans oublier les restrictions à la circulation automobile dans les villes qui sont accrues depuis le confinement. Pistes cyclables en surnombre, fermeture de voies, embouteillages qui sont permanents. Une politique environnementale qui a bien sûr ses raisons, mais qui a aussi ses coûts. Moins de voitures, c'est moins d'usines et moins d'emplois. Pour les échos aussi, qui ont fait un édito, se poser la question de réfléchir aux besoins avant toute innovation technologique et notamment en lien avec la 5G, les échos me citent directement en disant que en gros je suis contre le progrès. Je vous parle même pas de Pascal Praud qui est absolument en roue libre. Et globalement, pour plein de trolls libéraux, on serait des staliniens absolus en défendant une vision démocratique, mais de se poser la question de quelles règles nous devons mettre en œuvre pour préserver la planète et quelque part
pour préserver aussi nos libertés dans les années qui viennent. Alors vous imaginez bien que ces débats caricaturaux sur les plateaux télé ne sont pas très agréables à mener, où on nous accuse de vouloir imposer une dictature verte, où on roule en calèche et on mange du quinoa, parce que globalement c'est l'image qu'ils veulent donner de nous. Mais malgré tout, quand même, force est de constater que nous marquons des points parce que des débats s'imposent dans la société, par exemple sur la 5G, sur le trafic aérien, sur des contreparties écologiques à imposer aux aides d'État versées par l'État aux grandes entreprises. Donc petit à petit, quand même, si la contre-offensive est si importante, c'est parce que ces débats commencent à marquer l'opinion. Et c'est là où je pense qu'on doit mener cette bataille idéologique, mais cette bataille aussi politique, pour montrer qu'on a des contre-propositions. On n'est pas des espèces d'uluberlus écologistes en disant on veut manger du quinoa. Non, en fait, c'est un changement de société qu'on propose, mais on a une méthode rationnelle, faisable pour le faire et pour petit à petit changer nos modes de vie, notre mode de production, notre mode de consommation dans les limites planétaires dans lesquelles nous devons nous poser. Ça veut dire qu'il faut parler intelligemment des sujets en montrant qu'on peut être radical tout en étant organisé et précis. On ne dit pas qu'on va raser des aéroports du jour au lendemain. Par contre, il faut planifier la décroissance progressive du trafic aérien au vu de son impact sur les gaz à effet de serre. On peut aussi montrer qu'on peut agir sur le climat, pas contre les classes populaires, mais avec les classes populaires. C'est pas elles qu'on va taxer, mais c'est par exemple les jets privés. Et oui, on devrait interdire les jets privés. En revanche, évidemment qu'il y aura toujours des liaisons aériennes, par exemple pour aller dans les dom-toms ou en Corse. Et évidemment, il s'agit d'une continuité territoriale. Je pense qu'il faut aussi rappeler que si on se bat pour tout ça et si on ne fait rien, en fait, on a des secteurs, des pans entiers qui vont s'écrouler dans la société. Un petit peu comme, si vous vous souvenez, les usines à charbon, ça s'est écroulé du jour au lendemain. On a laissé des gens sur le carreau, faute d'avoir planifié une sortie de ce type d'activité. Et le but, c'est de ne pas laisser des gens sur le carreau qu'on vire comme des malpropres. Et donc, il y a un enjeu pour nous dans cette bataille, eh bien la préservation de l'emploi. Oui, on peut faire la transition écologique, la bifurcation écologique, même en préservant l'emploi et même en créant de l'emploi. En préservant l'emploi, même pour ceux qui travaillent dans les industries polluantes, eh bien on peut les accompagner, les reconvertir et l'État peut jouer un rôle en offrant par exemple une garantie opposable, un droit opposable à l'emploi. On pourrait imaginer que l'État est employeur en dernier ressort. L'État devient employeur, par exemple, des employés dans les compagnies aériennes et s'occupe de leur reconversion avec eux. À aucun moment, ces salariés-là ne perdent ni leur emploi, ni leur rémunération. On peut imaginer qu'une hôtesse polyglotte, par exemple, peut tout à fait retravailler dans le tourisme en ayant son emploi qui soit préservé. Donc l'objectif de notre vision écologique, c'est d'avoir aussi une vision sociale pour ne laisser personne au bout du chemin, mais changer quand même véritablement en profondeur notre société. Et donc à nous de montrer que l'écologie, c'est pas un gadget, c'est pas un vœu pieux, c'est pas un truc d'utopiste, mais c'est bien une donnée qui s'impose à nous et que la crise environnementale, c'est avant tout le résultat d'un système économique qui est en déliquescence et c'est à ça qu'on va s'attaquer. Vous avez peut-être entendu parler des FinCEN Files. Derrière cet acronyme un peu barbare se cache en réalité un des plus grands scandales financiers de ces dernières années qui vient d'être révélé cette semaine par un consortium de journalistes qui avait déjà travaillé sur les Paradise Papers. Cette fois-ci, il s'agit de plus de 2100 milliards de blanchiment d'argent, c'est-à-dire de l'argent sale, issu du financement du terrorisme, du trafic de drogue, du grand banditisme, bref, des activités suspectes, du sale, du très sale, que des banques blanchissent et réinvestissent, réinjectent dans l'économie. 2100 milliards, c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est seulement ce qui a été révélé, mais pour vous donner une idée, c'est à peu près l'équivalent du PIB de la France. Pour bien comprendre ce scandale, il faut d'abord comprendre le premier maillon de la chaîne, que sont des grandes banques internationales comme HSBC, JP Morgan, la Deutsche Bank ou même la française Société Générale, qui sont en charge et qui assurent l'essentiel des transactions financières au niveau international, mais qui semblent peu regardantes ou fermer les yeux sur les transactions les plus sales et qui préfèrent ignorer la fraude dont elles sont en quelque sorte complices. Par exemple, HSBC, la grande banque internationale, avait reconnu blanchir plus de 900 millions de dollars pour des cartels de la drogue en Amérique du Sud. Et ce que révèle ce scandale, c'est malgré le fait que HSBC ait payé une amende, en réalité, il continue aujourd'hui
toujours à blanchir de l'argent, de la drogue d'Amérique latine. Et puis, le deuxième maillon de notre chaîne, c'est bien entendu les paradis fiscaux où l'opacité est la règle, puisqu'on retrouve des transactions qui ont toutes un point commun. Elles sont enregistrées dans des pays comme Chypre, les îles Vierges britanniques, les îles Caïmans, Jersey, Hong Kong, des États et des territoires qui ne sont nulle part enregistrés comme des paradis fiscaux et dont profitent un certain nombre de banques pour faire leurs transactions. Par exemple, prenons pour la banque JP Morgan, ce que révèle ce scandale, c'est que le compte de l'ancien directeur de campagne de Donald Trump, pas n'importe qui quand même, a enregistré des transactions de plus de 200 000 $ venus d'une société aux îles Vierges britanniques pour de la lingerie. Quand même, on peut douter de la nature de cette transaction. Au-delà de ce constat, il faut tirer des leçons politiques de ce scandale financier. D'abord, en renforçant les contrôles, il n'est pas normal que les banques, au niveau interne, se contentent de recherches sur Google pour connaître l'identité de leurs clients. C'est vrai qu'avec une recherche Google, c'est quand même un peu léger pour savoir vraiment ce qui se passe pour chacun de leurs clients. Ensuite, il faut prendre des mesures immédiates et que l'argent suspect qui a été identifié soit bloqué immédiatement et cesse d'alimenter le financement d'activités terroristes ou sales au niveau international. Troisième chose, il faut prendre des sanctions qui soient réellement dissuasives. On l'a vu dans le cas d'HSBC, la plupart du temps, les banques préfèrent payer des amendes plutôt que de perdre des gros clients. Quatrième chose, il faut donner des moyens à la police et à la justice pour lutter efficacement contre le blanchiment d'argent au niveau national et au niveau international. Un petit message à Monsieur Darmanin s'il nous écoute, plutôt que de faire courir votre police derrière des barrettes de shit, vous devriez un peu plus vous intéresser aux délinquants en col blanc. Enfin, dernière chose et pas des moindres, il faut une liste efficace, crédible et réelle de paradis fiscaux qui inclut l'ensemble des États et des territoires où l'opacité est la règle que j'ai mentionnée. C'est un sujet important et c'est pour ça que notre groupe au niveau européen, de la gauche européenne, a demandé la tenue d'un débat sur ce scandale à la prochaine session plénière. Et hasard du calendrier, cette semaine se tient la réunion constitutive d'une nouvelle commission au sein du Parlement européen, une commission appelée FISC. Bon, derrière cet acronyme encore un peu barbare, en réalité, c'est une commission chargée des questions et de la justice fiscale et comptez sur nous pour aussi se servir de cette commission pour interpeller la Commission européenne et faire avancer ce dossier au niveau européen parce que, en fait, quand on cherche l'argent magique, il y en a, il est dans la poche des plus riches, des grands bandits et des banques dans les paradis fiscaux. Bon, encore du BlackRock, on n'arrive pas à les faire sortir de notre coin des lobbies. Dans notre coin des lobbies, cette semaine, on a encore et toujours BlackRock. C'est pas la première fois qu'on les retrouve ici, mais c'est un peu comme une série à épisodes. Alors le premier épisode, vous vous en souvenez peut-être, c'était pendant le confinement, pendant la crise du coronavirus. La Commission européenne n'avait rien trouvé de mieux que de nommer BlackRock, qui est quand même la championne de l'investissement dans les industries fossiles. Eh bien, la Commission l'a nommée comme conseillère environnementale. Alors forcément, ça pose plusieurs problèmes. D'abord, un premier problème, c'est que BlackRock, concrètement, se retrouvera à proposer des objectifs environnementaux et sociaux, et en particulier environnementaux, à intégrer aux règles bancaires européennes. Et deuxième problème, quand même majeur, c'est que, en fait, BlackRock, ils ont clairement un intérêt à faire ça, puisque, in fine, ces nouvelles règles européennes impacteront directement l'activité au quotidien de BlackRock et son activité d'investissement sur les marchés. Alors, du coup, forcément, ils ont tout intérêt à ce que les objectifs environnementaux qui soient fixés soit le plus léger possible. Et donc, forcément, nous, on s'est saisi du dossier, on a posé des questions à la Commission européenne et on a enfin obtenu plusieurs réponses de la part de la Commission européenne. Dans les réponses qu'ils nous ont données, déjà, ils persistent et signent. Non, pas de problème de conflit d'intérêt avec BlackRock, tout est légitime et légal. Alors, ils nous ont quand même, on a un peu insisté, ils nous ont quand même fourni la grille d'évaluation qui leur a permis d'expliquer, de justifier pourquoi ils ont choisi BlackRock. Et là, on a eu plusieurs surprises et c'est intéressant à regarder dans le détail. Déjà, on a appris qu'il n'y a aucun critère d'évaluation qui est pris en compte pour évaluer les conflits d'intérêts dans leur choix potentiel. Donc la note que chaque candidature obtient, à aucun moment n'évalue la question des conflits d'intérêts. La deuxième chose, c'est que dans ces critères, il y a une prime très forte au prix le plus bas,
qui sont soumis par les différentes entreprises qui répondent à l'appel d'offres. Et il semble que BlackRock était bien au courant de ce critère, puisqu'il propose une prestation, tenez-vous bien, à moitié prix, 2 fois moins cher que ses concurrents directs, pour un travail de qualité similaire. Et là, la commission, pour elle semble pas voir le problème. Toutes les entreprises proposent à peu près le même prix, BlackRock 2 fois moins cher, mais en réalité, c'est que BlackRock s'en contrefout d'être payé moitié moins. En vrai, peut-être qu'ils auraient même fait le travail gratuitement, puisque ce travail-là aura une valeur inestimable pour eux, qui leur permettra d'influencer directement les règles européennes en matière d'investissement environnemental. Et c'est pas la première fois que BlackRock passe par les appels d'offres pour influencer les règles européennes. L'entreprise avait déjà obtenu ce type de contrat avec la Banque Centrale Européenne et avec la précédente Commission européenne. Alors du coup, forcément, nous, on n'est pas très contents on va déposer de nouvelles questions écrites à la Commission européenne pour en savoir plus sur leur méthodologie d'analyse des conflits d'intérêts, leur demander tous les contrats qui ont été signés entre BlackRock et la Commission européenne, quels ont été également les critères d'évaluation. Et croyez-moi, on ne va rien lâcher, parce que oui, il est inentendable que des entreprises qui font la loi au niveau européen soient celles qui demain en bénéficieront directement. Donc il faut que la Commission européenne cesse ses conflits d'intérêts et cesse le contrat qui la lie à BlackRock, suite au prochain épisode. C'est la fin de ce 39e épisode de L'Aubry qui court. Merci à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à le partager, à nous faire des petits pouces bleus et des commentaires et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour recevoir les notifications sur les prochains épisodes et les prochaines vidéos. On se retrouve la semaine prochaine. On va notamment vous parler migration avec un déplacement que je vais faire en France cette semaine. On vous racontera un peu les détails et l'annonce du pacte migration au niveau européen. Et on va aussi vous parler d'une nouvelle campagne qu'on va lancer contre l'impunité des multinationales. Mais ça, ce sera pour la semaine prochaine. En attendant, et puisqu'on a beaucoup parlé de la République, avec l'anniversaire de la République cette semaine, je voulais vous laisser avec une chanson révolutionnaire, une chanson républicaine en quelque sorte, et puis une chanson qui redonne un peu d'optimisme dans les combats qu'on mène au quotidien. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les pendra. Bon, celle-là, tu la gardes. La fin. Ah, face à l'urgence sociale, stoppons l'évasion fiscale. C'est bien ça. On est contre l'évasion fiscale, c'est pas bien. Les riches, faut que vous payiez vos impôts. Bon.